On est à 230, 240 000 euros par mois de CA à peu près. On a implémenté ça nous a généré 185 000 euros. Ça a littéralement doublé l'impact de notre contenu. Le pire truc à faire, c'est chercher à vendre dans ce contexte-là. Ça nous génère à peu près 50 à 80 rendez-vous par mois. Ça nous a généré, là, sur le dernier trimestre, 106 000 euros. Le contenu de l'entrepreneur est de l'ordre de la commodité. Je vois aucun contexte où l'entrepreneur n'a pas tout intérêt à produire lui-même son contenu. La clé, et ça c'est le corollaire d'absolument tout ce que vous allez faire en contenu, c'est si vous posez chaque jour ces 3 questions, nécessairement vous avancez dans la bonne direction. Ce qui est cool avec Skelesia, et je vais vous détailler tout ça après, on s'utilise nous-mêmes comme un laboratoire pour tester des trucs qu'ensuite on implémente chez nos clients. Donc ça c'est très cool parce que ça permet des super vases communicants. Je vais vous présenter là un petit peu un compte-rendu de 4 ans d'expérimentation, de tests, d'apprentissage, en toute transparence. Je vais même vous parler de trucs qui n'ont pas fonctionné, de trucs qu'on a arrêtés, pour que vous ayez un regard le plus exhaustif possible, le plus objectif possible, et que vous puissiez vous en nourrir. Et il y aura deux, trois petites surprises à l'intérieur. Comment vous présenter ce qu'on fait? On va faire un screenshot de notre site. Très concrètement, nous, chez Skelesia, c'est écrit dessus, on débloque la croissance des entreprises de services B2B. Donc on bosse avec un très large éventail de typologies d'entreprises, notamment en termes de CA. Ça va du 0 à 10K euros de CA par mois jusqu'à du grand groupe. Mais aujourd'hui, on se concentre quasiment exclusivement sur du service B2B. Ça fonctionne de plusieurs manières. Des programmes d'accompagnement en done for you, c'est-à-dire qu'on fait avec. En gros, vous venez, on vous pose 78 questions. On sait directement identifier les contraintes qui vous empêchent, soit par problématique d'acquisition, soit par problématique de conversion, soit par problématique de delivery, d'identifier ce qui empêche votre croissance d'exploser, voilà. Et on résout tout ça en 6 mois et la croissance repart. On a aussi une agence de setting et de call call. On en reparlera extensivement du setting. Et on a un programme pour les 0 à 10K. Et en parallèle de ça, on est en train de bosser sur une BU conseil pour les grands groupes. Voilà. Comme ça, vous avez un petit état des lieux de ce qu'on fait. Et moi, j'essaie d'être CEO de ce truc-là. On est une vingtaine de personnes full-time aujourd'hui. On a 30-40 freelance à côté et ça se passe plutôt bien. Pour vous donner un petit peu une idée des chiffres, comme ça, c'est vraiment de cette base-là qu'on va partir. Là, depuis le 1er janvier, on a signé 734 810 euros au total. Donc ça se répartit de cette manière-là. Et en fait, on va partir de cette répartition-là pour savoir sur quoi se concentrer aujourd'hui, sur quels canaux se concentrer. Donc on va vraiment prendre ça comme sommaire, tout simplement. On a booké, on peut le voir ici, ce total-là de rendez-vous depuis septembre. Et pour vous donner un ordre d'idée, là, on est en train de se structurer pour aller chercher une structure de coût à 4 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Donc voilà, en gros, le processus dans lequel on est aujourd'hui. Là où aujourd'hui, on est à 230, 240 000 euros par mois de CA à peu près. Donc là, je vais vous présenter ce qui nous permet de générer ce total-là aujourd'hui et qui nous donne une base pour aller chercher le x2, donc le 4 millions d'ici la fin de l'année, tout simplement. Là, vous me suivez jusqu'à présent, c'est cool. Bon, je pense que tu l'as compris là, on va envoyer un max de valeur et d'infos dans cette vidéo. Le truc, c'est que apprendre des choses, c'est cool, mais les appliquer pour générer des vrais résultats, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on a pensé à toi. On t'a compilé une note de lecture, une fiche de lecture ultra actionnable, ultra concrète, ultra concise, avec à chaque fois, tu verras pour chaque partie des checklists concrètes. T'as juste des cases à cocher, en fait, pour aller chercher les résultats correspondants. C'est directement en description de la vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien, remplir un petit formulaire et en plus d'accéder sur nos archives, donc à la note de lecture correspondante, tu vas accéder à plein d'autres contenus, toujours très actionnables, toujours le plus chargé en valeur possible. Bref, je t'embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. Donc, comme je l'ai dit, on va parler de ça. Premier point, on va y avoir un tout petit peu de théorie. Un tout petit peu. Moi, j'aime bien modéliser des trucs. Vous allez le voir, je vais faire que modéliser des trucs pendant toute la présentation. Et je me suis amusé à essentialiser le rôle de l'entrepreneur. En fait, le rôle de l'entrepreneur consiste à ne se poser que 3 questions. Il y en a même une 4e que je vais vous donner juste après. Mais ces 3 questions, elles recoupent 99,9% du rôle d'un entrepreneur. Premièrement, c'est comment signer toujours plus de clients. Deuxièmement, c'est comment maximiser la valeur de chaque client. Et troisièmement, c'est comment répondre toujours mieux aux 2 questions précédentes. Et la 4e bonus, c'est qu'est-ce qui, à l'instant T, m'empêche de répondre à l'une ou plusieurs de ces 3 questions. Tout simplement.
Si vous vous posez chaque jour, et moi c'est ce à quoi je m'attelle, si vous posez chaque jour ces 3 questions, ou au moins une de ces questions, nécessairement vous avancez dans la bonne direction. Comment maximiser la valeur de chaque client? Bah forcément on parle de rétention, de garder ses clients, d'upsell, de cross-sell, d'optimiser son pricing, etc. Voilà, toutes ces questions-là. Recrutement, management, process, optimisation, scale, tous ces grands mots pour la 3e question. Et de quoi on parle pour la première question? Eh ben on parle du système d'acquisition. Donc, l'offre, l'acquisition, la conversion et la recherche utilisateur, extrêmement important. Donc, c'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, pas tant sur la recherche utilisateur, mais on va vraiment se concentrer sur le système d'acquisition. Alors, de quoi je parle quand je parle de système d'acquisition? J'aime bien modéliser des trucs. Voilà, peu ou prou, à quoi ressemble notre système aujourd'hui et ce qu'on implémente chez nos clients. Donc ça, c'est vraiment l'armature intellectuelle de 4 ans de R&D, on va dire. En gros, chez Skezia, on modélise une boîte de cette manière-là. Là, on a l'armature d'une boîte qui tourne bien. Premièrement, l'acquisition, c'est quoi? C'est générer des opportunités, générer des leads, générer des prospects, et ainsi de suite. Ok. Donc là, vous allez y mettre tous vos canaux d'acquisition. Donc là, on va parler setting, contenu, on va prospection potentiellement, etc. Ça va vous générer des leads qui vont passer en conversion. La conversion, c'est quoi? C'est l'interaction, la rencontre entre votre offre, votre processus commercial et la façon dont vous allez closer tout ça. Là aussi, il y a un système à mettre en place. Il y a du staffing et ainsi de suite. Et dernièrement, une fois qu'on a signé ces opportunités, il faut délivrer. Délivrer, c'est-à-dire satisfaire, apporter plus de valeur que ce pourquoi on nous a payé à la base et finalement capter un maximum de feedback pour améliorer le produit, améliorer l'offre et en faire ce qu'on appelle des sales assets, donc des actifs commerciaux, des témoignages des cas clients, de la data, qui vont nous permettre ensuite de valoriser notre produit dans notre acquisition, en faire du contenu et ainsi de suite, et de faciliter nos conversions par nurturing et ainsi de suite. Donc ça, c'est exactement la façon dont on modélise, la façon la plus simple possible la croissance d'une boîte, et systématiquement, dans quand on intervient chez un client, systématiquement, et ça va jusqu'à des boîtes, on accompagne des boîtes qui ont très largement passé le 10 millions annuel, on se rend compte qu'il y a des manques à gagner, qu'il y a des manquements, il y a des contraintes quant à ce système-là. Et algorithmiquement, parce que qui dit système dit algorithmique, qui dit algorithmique dit que dès lors qu'on enlève une contrainte, le flux repart, dès lors qu'on corrige ce truc-là, la croissance s'est relancée tranquillement. Donc nous, on va se concentrer sur la partie acquisition parce que c'est là que le bât blesse dans l'immense majorité des cas et donc c'est là qu'on a vocation à intervenir le plus souvent chez Skezia et c'est là qu'on génère le plus de résultats et c'est là, en plus de ça, que j'ai le plus de trucs à titre perso à vous dire parce que c'est peu ou prou une bonne partie de mon travail aujourd'hui chez Skezia parce qu'en parallèle de mon rôle de CEO, je suis aussi, on va dire, CMO par intérim. Donc de quoi on va parler? On va parler sur la base de ce qu'on a vu, là, de cette distribution de CA, on va parler de contenu et médias. On va parler setting. On va parler de la newsletter. On va parler rapidement de warm outreach et de social media. Vous aurez 3 petites bombes de valeur que je vous ai préparées. Donc, préparez vos téléphones. Et puis, la Q&A au fil de l'eau et garantie 100% anglicisme. Qui veut qu'on parle de contenu et de médias? Ça tombe bien, j'ai rien à vous dire. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ce trimestre-là, le dernier trimestre, ça nous a généré 274 000 €. Donc on peut le voir ici via notre site, donc vraiment via l'inbound du site, les gens qui affichent le truc, qui bookent un rendez-vous et tout. On a un site qui convertit plutôt très bien, c'est cool. Via nos lives LinkedIn aussi. Alors, il y a un petit problème de comptabilisation parce que ça génère beaucoup plus. On pourra en parler rapidement des lives parce que c'est vraiment un de nos piliers aujourd'hui en termes de conversion. C'est très cool. Et en termes d'inbound aussi, donc c'est-à-dire tous les leads qui rentrent un petit peu à droite à gauche comme ça via justement notre contenu. Donc ça c'est tu l'as très bien présenté d'ailleurs Romain. C'est vraiment une de nos pierres angulaires en termes de marketing, d'acquisition aujourd'hui. Donc je suis très content de vous partager tout ça. Le fait est qu'en fait, il y a 2 ans, je vous aurais tenu un discours complètement différent de celui que je vais vous tenir, parce qu'il y a vraiment une inversion d'épaule, notamment sur le contenu B2B, parce que LinkedIn a le LinkedIn game, il a changé, quoi. Il y a une vraie inversion d'épaule pour plein de raisons, et c'est un truc qu'on observe, dont on peut se nourrir, parce que ça, on va l'observer sur la totalité des plateformes. Parce que, a fortiori, une plateforme, tout réseau social, est sujet à un moment donné à ce qu'on appelle la loi des
désolé de l'anglicisme, shitty click-throughs. C'est-à-dire que à mesure que l'offre et la demande vont s'entrecroiser, et ben les taux de conversion et même le reach, la portée des publications va tendre à diminuer. Et donc il faut s'adapter parce que tant que cet entrecroisement ne s'est pas opéré, bah c'est cool, on a une portée de fou et en fait c'est facile parce que déséquilibre entre l'offre et la demande. Dès lors que ça s'inverse, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est un truc qu'on constate sur YouTube par exemple. Il y a 10 ans, c'était extrêmement rare d'avoir des vidéos qui faisaient moins de vues que le nombre d'abonnés de la chaîne. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est très rare d'avoir des vidéos qui font plus de vues que le nombre d'abonnés. Ça, c'est un indicateur très solide, très clair, du fait que cette inversion s'est opérée. Bah, c'est exactement ce qu'on voit avec LinkedIn aujourd'hui. Et le truc, c'est que il y a eu des effets conjoncturels et structurels qui sont rajoutés à ça. Énormément de créateurs d'autres plateformes qui ont débarqué sur la plateforme, ce qu'on observe aussi sur les autres plateformes. Donc là, tout ce que je vais dire s'applique aussi en B2C. Et de l'autre côté, eh ben, l'IA est venue mettre un énorme coup de poing dans le bide de tout ça, avec du contenu de plus en plus facile à produire, qui régresse vers une moyenne de plus en plus basse. Et donc, c'est de plus en plus compliqué de se démarquer. Ce qui fait que en un an, j'ai littéralement diminué mon reach par environ 400 par 4. Donc, j'ai une diminution de mon reach de 400%. Est-ce que c'est un problème? Non. Parce que dans le même temps, j'ai augmenté mon nombre de leads de 50%. Donc je publie moins qu'avant, je génère moins de reach qu'avant. Si vous allez voir mes posts d'il y a 1 an et demi, 2 ans, je faisais vraiment des bangers très souvent. Ma moyenne de likes, elle était à 450, 500 quoi. Là aujourd'hui, je suis à même pas 3 fois ça. Est-ce que c'est un problème? Non, parce que j'ai adapté ma ligne éditoriale et sur la base de ces apprentissages, je suis très content de vous présenter la méthode qu'on implémente chez nos clients, à laquelle je m'attelle aujourd'hui sur LinkedIn, mais aussi sur nos autres canaux, et qui nous génère ce que ça nous génère. La première question à se poser, donc sur la base de cette méthode en 4 étapes, c'est de définir son jeu, savoir à quel jeu on a envie de jouer. Je vais vous détailler tout ça ensuite. Ensuite, de définir son client idéal, ensuite ne plus parler qu'à son client idéal, et dernièrement, tout simplement de ne plus s'arrêter. Il y a une stat qui est intéressante qui dit que la meilleure façon d'intégrer le top 1% des podcasts, je crois que c'est le top 1%, c'est tout simplement d'atteindre son 10e épisode. Parce que 99% des podcasts abandonnent avant le 10e épisode. Donc, une des variables de réussite dans le contenu d'une manière générale, c'est tout simplement le fait de ne pas arrêter. Première étape, définir son jeu. Étape extrêmement importante, dont j'ai fait les frais par manque de considération. Il y a 3 grands types de jeux. Il y a 3 grands types en fait de personas. Et vous devez en choisir un et vous y conformer. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Encore une fois, là, ça ne tient qu'à moi, mais je vois pas un monde où c'est pas possible de faire cohabiter 2 de ces jeux-là ensemble. Le premier jeu, c'est le jeu de l'influenceur. Donc là, si votre but c'est de maximiser votre portée et c'est de monétiser cette portée, là, vous avez toute vocation à poursuivre le reach. Donc là, c'est très cool. C'est le jeu auquel j'ai pensé jouer pendant un moment. Et finalement, je faisais des posts qui avaient une portée de malade, mais qui généraient finalement pas tant d'opportunités que ça. J'en générais à la marge, et j'avais un tel reach que c'était cool que ça le faisait en vrai, mais j'étais très loin du rendement que j'ai aujourd'hui. Donc l'influenceur, l'avantage c'est que vous allez avoir une portée de fou, vous allez vous mettre en avant, ça fait plaisir à l'ego. Par contre, effectivement, il y a qu'une corrélation qui va être plus ou moins importante, ou alors plus ou moins faible, entre les performances de votre contenu et les retombées business derrière. Le deuxième, c'est le leadership d'opinion. Leadership d'opinion, c'est Jean-Marc Jancovici, vous pensez instantanément à transition énergétique, nucléaire, etc. Leadership d'opinion, c'est quoi? C'est développer sa marque personnelle de sorte à occuper une thématique, en être au sommet. Quand vous allez mesurer votre leadership d'opinion, à la fréquence en gros à laquelle on vous invite pour intervenir sur la thématique en question, en gros, en conférence ou quoi, ou en podcast, et ainsi de suite. Donc le leadership d'opinion, c'est quoi? C'est tout simplement occuper une niche très précise et intervenir dessus. Pareil, il y a qu'une corrélation qui va être plus ou moins importante avec vos retombées business. Et dernièrement, il y a tout simplement le jeu entrepreneurial qui consiste à produire du contenu pour générer des ventes. Comment? En s'adressant à son client idéal, en partageant son expertise et ses résultats, et en ne parlant qu'à son client idéal pour l'aider à faire ce que je vais vous présenter juste après. Comprendre ce truc-là, ça paraît très simple quand je dis comme ça, mais comprendre ce truc-là, comprendre le fait qu'à un moment donné, je n'ai que un point d'optimisation sur lequel me concentrer et m'y tenir à fond et faire abstraction de tout le reste,
bah, ça m'a permis vraiment de me débloquer complètement par rapport à des gros blocages que j'avais au préalable. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une jonction dopaminique très forte entre mon contenu, les performances de mon contenu et comment j'allais me sentir au quotidien. C'est-à-dire que ça allait occuper énormément de mon esprit et tout. Et m'en libérer, ça fait qu'aujourd'hui, bah, je suis très content de faire des posts qui performent très peu d'un point de vue social, mais qui par contre génèrent des opportunités et c'est trop cool. Pourquoi? Parce que j'en suis revenu à cette deuxième étape. Bah, j'ai tout simplement défini mon client idéal. Alors, ce diagramme-là, ça m'a permis de comprendre énormément de trucs. Le client idéal, c'est quoi? C'est tout simplement le portrait robot de ce client qui est à l'entrecroisement entre 4 facteurs. Premièrement, c'est le client pour qui vous avez un problème solution fit très fort. C'est-à-dire, en gros, vous lui vendez A, vous lui délivrez A, il est content de recevoir A, et potentiellement, il rachète A. À l'inverse, l'anti-client, et je pense que vous en avez tous eu, on en a tous eu, c'est le client qui pense acheter A, qui pense être content d'acheter A, mais qui, quand vous lui délivrez A, se rend compte qu'en fait, bah non, il avait besoin de B. Bah non, il n'avait pas besoin d'un nouveau site web, il avait besoin de lead. Et en fait, non, il n'avait pas besoin de lead, il avait besoin d'un chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires. Donc, le problème solution fit. Deuxièmement, c'est le client pour qui c'est très facile de générer des résultats. Donc, pourquoi? Parce que, bah, justement, vous le connaissez, parce que il est bien positionné, etc. C'est celui ensuite qui vous paye bien, rapidement, beaucoup et sur la durée. Donc, on parle de lifetime value, de LTV. Et dernièrement, c'est le client avec qui vous avez un fit humain, donc avec qui vous pourriez aller déjeuner. C'est une image mentale, mais revenir à cette élémentarité-là et baser votre contenu là-dessus et ne parler qu'à ce client idéal-là débloque énormément de choses là aussi. Et à l'inverse, si vous voulez savoir qui est votre anti-client, donc avec qui vous ne devez surtout pas travailler et qui vous devez absolument vous assurer d'éloigner avec votre contenu, bah vous inversez tout ça. Donc c'est celui qui vous paye, qui convertit lentement. C'est celui qui met du temps à vous payer, qui rechigne, pour qui vous galérez à produire et que finalement bah, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tant l'encadrer que ça et que c'est un petit peu poussif. Identifier ces deux trucs-là détermine énormément de choses. Et après c'est dynamique, ça évolue dans le temps. Et troisième étape, bah voilà comment on a théorisé la ligne éditoriale d'un entrepreneur sur justement ce jeu du contenu social. Il y a que 3 trucs dont il faut parler. Et après, je vais vous montrer, donner des templates et des formats dont vous allez pouvoir vous nourrir à chaque fois. On va partir du théorique. Ça a toujours fonctionné comme ça, chiffres, théorie et ensuite pratico-pratique. Premièrement, vous devez parler, en tout cas moi, je m'attelle à parler du problème. Je m'attelle à parler du problème et de ses ramifications, le coût d'opportunité de pas le résoudre, l'urgence, ses conséquences et ainsi de suite. Donc j'explore le problème sous toutes ces dimensions. Problème qui doit être douloureux, urgent, reconnu, en gros le problème de votre client idéal. Ensuite, j'apporte des solutions concrètes, c'est-à-dire je transmets mon expertise et je démontre en quoi l'option que je propose, la solution que je propose est la meilleure, la plus adaptée pour ce client idéal-là spécifiquement. Et dernièrement, j'apporte des preuves. Chose que je ne fais pas assez, qu'on fait jamais assez, c'est-à-dire apporter concrètement des preuves, des cas clients, des témoignages qui illustrent tout ça. Ça, comme je l'ai dit, on le fait jamais assez. Pourquoi? Parce que c'est les posts qui, par définition, génèrent le moins de portée, mais qui génèrent le plus de conversion. Truc qu'on fait très souvent, qu'on devrait faire plus souvent. On publie un post cas client témoignage. Après, on envoie tous les sales tagués sous le post en commentaire les leads avec qui ils sont en discussion. Et ça fonctionne très très bien. Petite astuce que je vous donne. 95% de mon contenu aujourd'hui corrèle à ces 3 piliers. Voilà. Donc on pourrait ranger l'essentiel de notre contenu aujourd'hui dans une de ces 3 cases. Et dernièrement, comme je l'ai dit, focus et pas s'arrêter. Donc 90% du contenu, de votre contenu doit corréler, doit incomber à ces cette ligne édito là. Et il va se passer trois étapes. Là vraiment, faut compter en années, mais l'année 1, moi ce que je recommande, c'est d'expérimenter à 100%. Donc de publier le plus souvent à hauteur de la fréquence que vous pouvez y mettre sans jamais vous arrêter. Si c'est 2 posts par semaine, 2 contenus par semaine, c'est bien. Si c'est 5 par semaine, c'est bien. Année 2, vous allez pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle du repurposing, c'est-à-dire republier ce qui fonctionnait à hauteur de 50%. Donc repurposer, il y a 5 grandes façons de le faire. Vous republiez tel quel.
vous reformatez, vous reformulez, vous ramifiez ou vous rassemblez. Voilà. Et année 3, bah là, vous pouvez passer à 80% de repurposing en vous basant sur ce qui a le mieux marché en termes de portée et de conversion. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, bah, le contenu me prend de moins en moins de temps. Et le contenu, ce qu'on observe, et je rends la paternité de ce graphique à Ed Lawrence, qui est un très très bon YouTuber justement sur ces questions-là. Bah, il s'opère une courbe comme ça, c'est-à-dire que ouais, l'année 1, c'est très très coûteux, c'est très fastidieux. Par contre, ça devient de plus en plus facile avec le temps parce que justement, on va accumuler des capitaux, on va accumuler un patrimoine de contenu et de data et d'expérience qui vont rendre le truc de plus en plus facile. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, produire du contenu me prend très peu de temps et j'ai vraiment une passivité j'ai vraiment très peu de friction aujourd'hui à la création de par bah, toute cette expérience cumulée. Est-ce que vous voulez des petits formats comme ça dont vous nourrir en gros notre top 5 formats chez Skezia qui nous génèrent le plus? Ouais. Alors pour commencer, je vais vous parler de ce qu'on appelle les lead magnets chez Skezia. C'est tout simplement le fait de produire un contenu banger, donc une ressource, de mettre en avant une ressource de fou et de demander à l'audience de liker et de commenter. Ça a fonctionné très très bien entre 2019 et 2020, puis c'est passé un petit peu de mode, on va dire. Et là, c'est de nouveau en plein essor. Et ce qui est très cool, c'est que les gens sont beaucoup plus rigoureux qu'avant par rapport à ça, les gens qui en partagent. Là où avant, c'était la foire au fromage, hein, vraiment, c'était n'importe quoi. Donc, les gens faisaient des lead magnets pour tout et n'importe quoi. Donc, au bout d'un moment, tragédie des biens communs, les gens s'en sont lassés. Et on avait marre de commenter pour recevoir des nouilles. Donc là, aujourd'hui, les gens sont un petit peu plus rigoureux. Et moi, je vous propose une petite équation. À chaque fois, je vous propose une petite équation qui met en avant les variables principales sur lesquelles il faut se concentrer. Un bon lead magnet, c'est quoi? Déjà, c'est un lead magnet qui est dans l'air du temps. Donc le zeitgeist, donc un truc qui corrèle à on va dire une mode un petit peu en cours. Donc là, en ce moment, vous faites un lead magnet en lien avec l'IA. Je dis n'importe quoi, mais en lien avec l'IA, ça a de fortes chances de marcher. Deuxièmement, donc là, typiquement, c'est un lead magnet sur le setting que vous voyez ici. Setting qui est en ce moment dans un zeitgeist intéressant, dans une ère du temps intéressante. Deuxièmement, c'est le wow factor. Wow factor, c'est quoi? C'est le delta que vous allez trouver entre la gratuité du truc et à quel point c'est insensé que vous le donniez gratuitement. Donc, un bon lead magnet, c'est quoi? C'est une ressource que vous pourriez sans aucun problème vendre, tellement la valeur est là, mais que vous choisissez de donner gratos. Et l'indicateur émotionnel, le signal émotionnel qui vous démontre que c'est la bonne direction que vous prenez, c'est le petit malaise que vous ressentez à l'idée de le donner gratuitement. Et dernièrement, c'est la qualité du copywriting. Et j'ai un petit truc pour vous juste après de ce point de vue-là. Comment choisir? Donc là, je vous donne cadeau les 3 premiers lead magnets de votre ligne éditoriale. Donc là, vous pouvez voir ici que sur celui-ci, on a généré 2362 commentaires, donc demandes pour accéder à la ressource. Et on en fait un par mois à peu près. À chaque fois, ça se compte en milliers en termes de demandes. Donc c'est vraiment un bonheur, notamment pour le setting ensuite, dont on va parler juste après. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait et qui n'ont jamais testé, vos 3 premiers lead magnets ici. Premièrement, vous allez prendre le meilleur livrable. Oui, je l'ai dit, ça fait mal. Vous allez prendre le meilleur livrable de votre produit et vous allez le packager, vous allez le distribuer. C'est un livrable, donc c'est pas l'entièreté, loin de là, de votre produit. Par contre, ça va vous permettre de mettre en avant la qualité de ce que vous délivrez. Et en plus de ça, c'est extrêmement rapide à produire, il y a juste un copywriting à faire. Deuxièmement, c'est un bundle de vos meilleurs contenus. Donc vous allez récupérer vos vidéos, etc. Vous allez en faire quelque chose d'homogène. Vous pouvez mettre ça sur un Podia ou sur un Notion. Et vous allez distribuer ça comme un cours en ligne ou quoi. Donc un repurposing de trucs que vous avez déjà produits. Repackagé de sorte à leur donner une substance nouvelle. Et dernièrement, c'est un extrait concret de votre produit. Donc pas forcément un livrable, mais ça va être le premier module, par exemple, de votre produit, par exemple. Voilà. Zéro prod, extrêmement facile à produire. Et je vous laisserai me partager les résultats parce que je pense que ça peut être très intéressant. Deuxième format, ce que j'appelle les bombes d'insight. Les bombes d'insight, c'est quoi? C'est les gros coups de pied dans la fourmilière que vous allez donner sur la base du partage de votre expertise. Donc là, typiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé le diagramme le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Je l'ai partagé en tant que tel, Sbra, comme ça,
sans aucun contexte autre que le post que le post qui l'accompagne, de sorte à démontrer le fait que je sais un minimum de quoi je parle. Et ça, n'importe qui peut le faire. Donc ça demande juste un travail de modélisation et ça demande un travail de vulgarisation de ce que vous faites. L'idée là, c'est vraiment d'asseoir votre expertise, d'asseoir votre légitimité, votre crédibilité. Que les gens se disent ah ouais d'accord, elle sait de quoi il parle. Et là, il y a 3 variables aussi dans cette équation. C'est la clarté de votre propos, donc votre capacité à vulgariser des choses complexes. Deuxièmement, c'est l'applicabilité. Forcément, il faut que ce soit un minimum actionnable. Si c'est trop théorique, on connaît le rapport des gens à la théorie. Et dernièrement, il faut que ce soit le plus unique possible. Donc, il faut que ça vous ressemble, que ce soit le reflet de votre expertise à vous. C'est pour ça que le contenu via ChatGPT, un petit peu compliqué, notamment quand on ne sait pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que ça va vous faire publier du contenu qui reste vers une moyenne et qui se base sur un corpus qui n'est pas votre corpus de savoir à vous. Format 3. Moi, j'aime bien, c'est les portraits. Donc, les portraits, c'est quoi ? Vous allez mettre en avant des personnalités de votre secteur et tout. Faut que ce soit sincère, forcément. Donc, première variable, la 3e ici, mais première variable, faut que ce soit sincère. Faut vraiment que vous le fassiez avec le cœur. Faut que ça vous fasse plaisir. Mais vous allez mettre en avant quelqu'un. Il y a 4 triggers. J'ai identifié 4 triggers émotionnels qui déclenchent un engagement et potentiellement une conversion sur les réseaux. C'est la réciprocité, c'est la célébration, c'est l'indignation et c'est ce que j'appelle le mindfuck. Donc c'est votre faculté à retourner la tête de votre audience et typiquement avec des insights bombs comme ça. Là ici, on est parfaitement dans de la célébration. Donc c'est pour ça que les gens aiment bien aussi que vous partagiez vos accomplissements et ainsi de suite. Mais les portraits fonctionnent très très bien parce que ça crée un parasocial très fort et c'est très cool. Et donc là on est sur un post qui avait très très bien marché. Ça fonctionne extrêmement bien aussi pour la distribution de contenu, notamment des podcasts et ainsi de suite. Donc faites des portraits dithyrambiques, sincères là aussi. Et ça fonctionne très bien et ça donne un très bel élan en termes de distribution au contenu exogène type podcast et ainsi de suite. Ça fonctionne bien aussi pour du vol d'autorité. Vous pouvez faire des portraits de gens avec qui vous n'avez pas forcément grand-chose à voir, mais qui sont par exemple des sommités dans votre secteur d'activité. Typiquement, vous êtes dans le coaching, n'importe quoi, vous allez faire un portrait sur Tony Robbins, voilà, et sur son arc narratif à lui, sur son histoire et ainsi de suite. Deuxième variable, outre la sincérité, c'est la backstory, donc l'histoire de cette personne justement, son parcours. Et dernièrement, c'est son accomplissement. L'accomplissement, c'est-à-dire les chiffres concrets s'il a réussi à bâtir et ainsi de suite. Ces 3 variables, ça donne des posts choc à pic, en général. Quatrièmement, ce que j'appelle des petites pépites de valeur. Donc, petites pépites de valeur, c'est quoi ? C'est des petits trucs comme ça, super actionnables, super utiles, que vous avez distillés, qui sont très faciles à produire. Typiquement, là, on a un prompt ChatGPT, qui est même pas de moi, donc j'ai crédité le créateur dans le post, voilà, que j'ai partagé. Ça m'arrive de partager des trucs d'autres personnes ou de moi. Hein. Et là, on est sur c'est un plus 500 likes et tout. Et en plus de ça, c'est parfaitement corrélé, ça s'adresse à mon client idéal parce que c'est un prompt ChatGPT, donc IA, mais qui s'adresse aux entrepreneurs. Donc ça, c'est très facile à produire. Pourquoi ? Parce que vous avez passé, comme tout le monde, beaucoup de temps en ligne. Vous avez identifié, vous allez faire votre curation par la force des choses. Vous identifiez un truc utile, a fortiori potentiellement visuel. Bim, vous le mettez de côté, vous en faites un post. Très facile. 2 variables ici, c'est la snackabilité. Donc, il faut que ce soit facile à comprendre, facile à prendre en main. Faut pas que ce soit prise de tête. Copier-coller, idéalement à copier-coller, quoi. Et deuxièmement, c'est le time to value. C'est-à-dire à quelle vitesse j'ai la valeur. Là, l'avantage de ce truc-là, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont copié-collé, l'ont utilisé directement, l'ont testé dans leur chat GPT à eux, et ensuite sont allés commenter « Ah, trop cool, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête de perdre du temps. » Donc ça, c'était intéressant. Et pour les settings, c'était cool. Format 5, ce que j'appelle les deep dive, en gros les plongées dans les profondeurs. Là, l'idée, c'est vraiment de rentrer, ça corrèle un petit peu au format 2, mais là, l'idée, c'est vraiment de rentrer en profondeur dans un concept très théorique de votre expertise. Donc là, on est dans de la vulgarisation pure. On n'est pas dans de l'insight actionnable. Là, on est vraiment dans, je vais partager les rouages intellectuels de mon truc. Donc là, typiquement, je partage un truc qu'on a modélisé chez nous qui s'appelle l'équation anti-entropie. Voilà, donc c'est un truc super deep, machin, pas du tout actionnable. C'est pas ce qui fonctionne le mieux en termes de reach. Par contre, les gens qui le lisent se disent « Ah ouais, d'accord, ok, ça envoie ». Donc là, 2 variables, profondeur et là aussi unicité. Donc, ça dépend de la façon dont vous processez d'une manière générale, mais ça tend à fonctionner très bien dans cette idée de crédibilisation. Dernièrement, c'est les use cases, c'est les cas d'usage. Donc là, typiquement, c'est un cas d'usage d'un client
d'un de nos clients qui a eu des résultats très cool, comme énormément d'autres, qu'on met en avant. On en met en avant, on s'attelle à en faire une par semaine. Mon objectif, c'est un par semaine. Je suis un peu flemmard là-dessus, je devrais en faire plus. Mais ce qui est très cool, c'est que ça génère énormément de crédibilité, c'est extrêmement bon niveau nurturing, ça permet de réactiver des leads dormants. Et les sales chez nous viennent taguer leurs prospects chauds en cours de discussion. Et ça facilite très très fortement les conversions. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la newsletter? Alors si j'ai un conseil, franchement si j'ai un conseil à vous donner, c'est de bosser votre base mail le plus vite possible. Parce que la base mail, c'est la seule audience que vous possédez. Et donc c'est un actif qui vous paiera des dividendes à très long terme. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, ça nous a généré là sur le dernier trimestre 106 000 euros. À savoir que c'est le truc qu'on traque le moins bien parce que ça génère des conversions un petit peu dans tous les sens, etc. Et donc là, il y a théoriquement, on peut théoriquement monter encore plus haut que ça. Mais là, en mesuré, on est sur 106 000 euros générés avec juste notre base mail. Là aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a 102 000, on approche les 103 000 inscrits. Donc c'est cool. Ça fait un moment qu'on lance ça, enfin qu'on a ça qui tourne. On envoie 2 mails par semaine. On recommande pas forcément cette fréquence-là. C'est juste que nous, on s'est arrêté là-dessus parce qu'on avait beaucoup de trucs à dire. Ça peut être une newsletter hebdomadaire. Moi, j'ai tendance à recommander hebdomadaire. Après, il y a cette nouvelle mouvance de envoyer des trucs que quand on a des trucs à dire. C'est bien aussi. Voilà. Mais en tout cas, bossez votre newsletter et faire en sorte que les gens s'inscrivent pour les bonnes raisons. Donc on va voir ça ensemble. À savoir que donc voilà, on a 102 309 inscrits, ça augmente, on prend à peu près entre 1000 et 1500 nouveaux inscrits par mois. Donc c'est cool, ça tourne bien, ça fait plaisir. Et on a un taux d'ouverture qui est aussi entre 45 et 55%. Donc c'est cool. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, une fois par mois, on lance ce qu'on appelle un push, c'est-à-dire un mail très court avec un appel à l'action pour un de nos produits. Et ça nous permet de remplir pour les 2 semaines suivantes l'agenda des sales. Et donc c'est vraiment une force de frappe très très forte, en plus de l'Evergreen. Comment on a lancé ça? Il y a eu plusieurs phases. Premièrement, j'ai commencé par une curation. Donc une fois par semaine, je faisais une curation des contenus qui m'avaient plu, etc. Voilà. Donc et ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Les actualités, les outils, les ressources sympas, etc. Donc vraiment curation. Là, ça permet de produire le contenu très facilement et d'apporter sa touche analytique. Une newsletter qui fait ça très bien, c'est Yann Leonardi, typiquement, sur le growth marketing. Pure curation. Par contre, il apporte une touche analytique qui est très précieuse. Deuxièmement, on a enclenché les micro-cours. Micro-cours, c'est quoi? C'est moi qui pars en live sur un sujet et qui essaie d'être le plus qualitatif que je peux sur ce sujet. Donc typiquement, je vais écrire un gros pavé. Ça n'a de micro que le nom, mais je vais écrire un énorme pavé sur le positionnement, par exemple, et je vais envoyer ça. Là, l'idée, c'est vraiment, on parlait d'insight bomb tout à l'heure, là, on est vraiment exactement là-dedans, quoi. Donc là, c'est vraiment des cours en mode, blah, voilà, j'envoie tout ce que j'ai sur une thématique à des fins autoritatives et à des fins de réciprocité. Et après, troisième phase, on s'est dit, pourquoi pas mixer les deux, parce que là, on a beaucoup de trucs à curer, on a beaucoup de trucs à dire en termes de micro-cours, ça commence à faire des trucs à rallonge, donc on va split. Et donc là aujourd'hui, on a Romain chez nous qui s'occupe de la newsletter des ressources de la semaine le mardi. Donc c'est lui qui s'occupe à 95% de ça. Et c'est trop cool parce que moi j'entends quasiment pas parler. Et moi je m'occupe de la newsletter du vendredi, les micro-cours, en gros. Et ça nous sert pour générer des leads, ça nous sert pour nos conversions, et ça nous sert pour distribuer nos contenus aussi exogènes, donc nos podcasts, nos newsletters, et ainsi de suite. Donc ça permet vraiment une assise d'audience, une fidélisation de l'audience qui est très très cool. Ouais, typiquement, il y a 3 grands types, c'est actualité, outils et ressources. Donc ressources, ça va être un article intéressant. Je sais pas, par exemple, on parlait d'architecture d'intérieur hier. Les actualités de l'architecture d'intérieur, je sais pas, par exemple les nouvelles normes, une loi qui est passée, ressources intéressantes, un livre, un article intéressant qui a été publié de toi-même, de la boîte, ou alors d'un père. Voilà, ça peut être un podcast, etc. Et après, des outils. La clé, en fait, et ça c'est le corollaire d'absolument tout ce que vous allez faire en contenu. C'est nous ce qu'on fait, c'est qu'on donne 80% du temps, mais quand on donne, c'est que vraiment on donne à fond, quoi. On retient absolument pas nos coups. Si on envoie un micro-cours, si on décide de parler de positionnement, on parle de positionnement, mais à fond la caisse, quoi. Et donc vraiment, pareil, on envoie des trucs qu'on pourrait faire payer. C'est-à-dire que c'est une newsletter dans lequel on investit suffisamment qu'on pourrait concrètement le faire payer. Notre standard, c'est ça.
Et une fois par mois, on ask, c'est-à-dire que on envoie un mail qui est conçu juste pour vendre, pour générer de la conversion. Donc c'est un mail où on dit ok voilà, on a 10 places ouvertes pour notre accompagnement advisory. Bim, c'est là pour réserver un créneau. Voilà les résultats qu'on obtient et go. Et ce mail ne sert qu'à ça. Et le fait de scinder comme ça permet d'être beaucoup plus finalement efficace sur chaque objectif. Voilà. Et après, on a en evergreen un petit appel à l'action dans chaque newsletter en mode si tu veux échanger avec l'équipe, voilà un lien. Ça nous permet de générer des résultats un peu résiduels, mais ça reste à la marge. Les patterns deviennent des bonnes pratiques, les bonnes pratiques deviennent des gimmicks et les gimmicks deviennent des poncifs. C'est systématiquement comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé sur LinkedIn, c'est-à-dire que il y avait cette mouvance-là des phrases très courtes avec beaucoup de sous-lignes, etc., voire même pas de ponctuation et ainsi de suite, parce qu'il fallait que ce soit le plus lisible possible. Et au point où aujourd'hui, c'est devenu un poncif. Ma réponse à ça, c'est de ne pas partir de cette mimétique-là qui consiste à reproduire ce qu'on observe et ce qu'on pense être une bonne pratique, mais tout simplement de se baser sur deux trucs. Se baser sur notre goût personnel déjà, parce que le contenu est quelque chose de perso. Donc est-ce qu'on aime bien, est-ce que notre contenu nous ressemble à fond? Est-ce qu'on est du genre à être ultra concis, ultra clair, à ne pas aimer les phrases trop longues? Est-ce qu'on est plus Hemingway dans le sens de nos goûts littéraires? Ou alors est-ce qu'on aime bien être un peu plus verbeux, un peu plus développé? Est-ce que les phrases courtes ça nous gonfle? Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste du contenu qui nous ressemble et qu'on va être en mesure d'assumer et dans le mesure d'incarner une vraie cohérence, une vraie congruence sur la durée. Et après il y a aussi notre client idéal. Mais notre client idéal, nécessairement, vu que c'est quelqu'un avec qui on a un bon fit humain, notre contenu est censé lui parler. Pour moi, on rentre vraiment dans une ère où le contenu de l'entrepreneur, que ce soit écrit, a fortiori écrit, mais quel qu'il soit, vidéo ou quoi, et de l'ordre de la commodité. C'est-à-dire, je vois aucun contexte où l'entrepreneur n'a pas tout intérêt à produire lui-même son contenu, vraiment lui-même. Déjà dans un souci de personal branding, de soutien à son marketing et dans un souci de clarification de sa pensée. Pour moi, la compétence d'écriture, c'est une des compétences les plus précieuses à avoir, à développer. Et c'est pour ça que typiquement, on nous pose très souvent la question de pourquoi vous ouvrez pas une agence de ghostwriting, tout simplement pour cette raison-là. C'est que pour moi, il y a quelque chose qui clique pas de ce côté-là, quoi. Distribuer le truc systématiquement. Ok. Donc nous, on en parle très souvent. Toutes les conversions qu'on génère inscrivent à la newsletter. Voilà. Donc dès qu'on peut choper une inscription, on chope une inscription qualitative. On en parle. On fait ce qu'on appelle des pré-distributions, des post-distributions. Pré-distribution, c'est quoi? C'est la veille d'envoyer un micro-cours turbo banger. On distribue ça pour inviter les gens à s'inscrire. Voilà. Donc le genre de truc qu'on met en place. Mais l'idée, c'est d'être le plus vocal possible sur la newsletter, de sorte à convertir une audience qualifiée. Et donc là, comme je l'ai dit, les ressources, curation, revue d'actu, repurposing, donc distribuer. Typiquement, on prend les posts LinkedIn qui ont bien marché dans la semaine et on les met dans la newsletter, parce que nécessairement pas tout le monde l'a vu. Ceux qui l'ont vu sont contents de le redécouvrir. Ceux qui ne l'ont pas vu sont contents de le découvrir et tout le monde est content. Voilà, et puis ensuite les micro-cours. Donc quelques exemples, relancer ses ventes en 5 étapes. Voilà, donc ça vous pouvez le faire vous pouvez l'adapter exactement, quel que soit le contexte et votre secteur d'activité. Mon plan d'action pour atteindre tel objectif. Donc mon plan d'action pour atteindre 50 000 € par mois. Comment déléguer à la perfection, donc comment faire truc à la perfection, entre parenthèses guide complet. 100% d'entrepreneurs font cette erreur, la solution. 100% des hispanophones font cette erreur, la solution, et ainsi de suite. Voilà. Et donc là, je vous ai donné des templates ultra simples que vous pouvez réutiliser pour vos 4 premières newsletters. Et dernièrement, les push. Rédiger l'email comme une page de vente. L'objectif là, c'est de générer des conversions qualifiées. Parler du problème, l'opportunité. Donc là, le framework, c'est simple. Parler du problème, l'opportunité, votre proposition concrète, apporter des preuves et appel à l'action. Et si possible, mettez l'accent sur l'urgence et la scarcity. Si vous êtes en mesure de, typiquement, si vous avez que 10 places ouvertes, mettez-le en avant. On a que 10 places ouvertes et ça va partir super vite parce qu'on a très peu de rendez-vous de créneaux dispo dans l'agenda. Alors, on va essayer d'être le plus rapide possible. Je vais essayer de pas dépasser. Très rapidement, on va parler de warm outreach. Désolé pour l'anglicisme. En gros, c'est tout simplement le fait de contacter notre audience
Donc là, c'est une petite introduction aux settings dont on va parler, on va essayer de parler. C'est tout simplement le fait de contacter soit par téléphone, soit par mail notre audience pour prendre du feedback. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça nous donne des 66% de clics, des 21% de réponses et des 8% de conversion. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que ça consiste à faire? Ça consiste tout simplement à contacter de la façon la plus intuitive possible, la plus spontanée possible, pour créer une conversation, pour prendre du feedback et pour proposer un axe de surdelivery. Ce que ça veut dire, c'est récupérer par exemple le numéro de téléphone au moment de la conversion, passer un petit coup de fil pour dire hello, j'ai vu que tu avais et ça se fait très bien par mail, hello, j'ai vu que tu avais obtenu ressources chez nous. Déjà merci de ta confiance. Je suis très curieux de savoir si ça t'a été utile, ce qui t'intéressait aussi, quel problème tu voulais résoudre, et prendre du feedback, voir ce qu'on pourrait potentiellement faire mieux, et derrière proposer écoute, j'ai bien compris que tu voulais résoudre le problème. Nous, c'est typiquement ce qu'on fait. Est-ce que ça te dirait qu'on se prenne 15 minutes pour que j'en apprenne un petit peu plus sur ce qui se passe de ton côté? Et parce que moi, je pense que je peux te proposer un plan d'action qui peut être intéressant. Et ça nous permet de générer une quarantaine, cinquantaine de rendez-vous par mois sur la base d'une audience qu'on a déjà conversée. Et donc, en plus du setting et en plus des conversions naturelles. Le pire truc à faire, c'est chercher à vendre dans ce contexte-là. Donc vraiment, c'est de dire t'as téléchargé un lead magnet, t'as touché, t'achètes. Mais donc vraiment l'idée c'est de créer une conversation parce que de cette conversation amènera une relation, de cette relation amènera un intérêt commun et de cet intérêt commun découlera peut-être une transaction. Mais là on est là pour déjà créer cette première conversation le moins pushy possible. Hello prénom, j'ai vu que tu avais récemment téléchargé notre doc sur ChatGPT. J'ai écrit ce doc et je serais preneur de tes retours et d'en savoir plus sur entreprise. Je t'en mets le document au besoin. Benoît. Ça donne les perfs qu'on a vu tout à l'heure, donc extrêmement simple. Et l'objet c'est document de ChatGPT, avec un espace pour montrer que on n'est pas des robots. Est-ce que vous voulez parler de setting? Donc parlons chiffres. Très concrètement, le setting consiste à créer une conversation, principalement dans le chat, donc c'est un truc de réseaux sociaux, de sorte à justement, comme on l'a vu, entraîner ce cheminement, conversation, relation, intérêt commun, conversion. Voilà. Donc le setting, c'est l'art et la manière de, par ingénierie conversationnelle, générer le plus de conversations possible avec une audience qualifiée. Et il y a deux types de setting. Setting inbound, donc l'audience qui s'est engagée sur notre contenu, et outbound, donc l'audience qui nous connaît pas, mais qui s'est engagée peut-être sur le contenu de quelqu'un d'autre, ou qu'on a identifié comme tel. Donc certains disent que ça ressemble à de la prospection. Oui, ça ressemble à la prospection, sauf que c'est une repensée, une refonte de la philosophie de la prospection qui s'ancre non pas sur un objectif de conversion, mais un objectif déjà de génération de conversation. Donc on y va de façon beaucoup plus douce. Donc là, chez nous, on a implémenté ça nous a généré 185 000 euros. Très clairement, ça a littéralement doublé l'impact de notre contenu à ISO contenu, à ISO publication, ISO investissement dans le contenu. Ça a doublé littéralement notre nombre de leads gérés par notre contenu et notre média, et ça a doublé le chiffre d'affaires généré par ce biais-là. Et c'est un ordre de grandeur qu'on constate chez tous les clients chez qui on l'implémente. C'est-à-dire qu'ils génèrent 50 leads par mois avec leur contenu, bim, ça passe à 100. C'est spectaculaire. Voilà, on va se mettre d'accord sur les termes. Lead, c'est téléchargement par exemple d'un document chez nous, d'un lead magnet par exemple. Ensuite, on a MQL. Donc c'est un rendez-vous pris ou c'est un typeform rempli. Et après on a SQL. Donc là c'est Sales Qualified Lead. Donc c'est le sales qui a eu le call et qui valide la qualité, la qualification du lead. Donc ça c'est les trois grandes étapes. Pour vous donner un ordre d'idée, ça nous génère à peu près 50 à 80 rendez-vous par mois. Et en gros, là aussi, c'est algorithmique, c'est mécanique. C'est-à-dire que sur de l'inbound setting, en moyenne, on va générer 60% de taux de réponse. Ça peut monter à 80%. Très rarement, ça descend en dessous de 50. Donc, on génère entre 60% d'acceptation, 60% de réponse. Le taux de rendez-vous sur ceux qui ont répondu est de 15 à 20%. Et ça, c'est un truc qu'on constate chez tous ceux chez qui on le met en place, quand on le fait correctement, en fait. C'est-à-dire que pour 100 personnes contactées, en général, 60 vont répondre. Et sur ces 60, on va générer une dizaine de rendez-vous. Et taux de rendez-vous sur l'ensemble, on est entre 7,5 et 10%. Donc, si vous contactez 100 en inbound, si vous contactez 100 prospects, 100 leads, contacts qui ont engagé sur votre contenu par semaine, vous pouvez vous attendre à générer entre 7,5,
Je demande à quoi ressemblera le ennemi. Entre 8, grosso modo, et 10 rendez-vous par semaine. Et derrière, bah, ça convertit dans les mêmes ordres de grandeur et de qualité que les autres canaux. Donc ça, c'est très cool. Donc en fait, c'est vraiment juste, ça permet de juste littéralement, quand c'est bien fait, doubler les retombées du contenu. Donc c'est très cool. Donc voilà pour l'inbound setting. Et pour l'outbound setting, là on est sur des taux un peu plus bas parce que forcément c'est une audience un petit peu moins qualifiée. Mais pareil, on est sur des taux quand même cool. On est de quelque chose de l'ordre de 6% de rendez-vous pris, là aussi quand c'est bien fait. Donc vraiment très très cool. Le truc du setting, c'est que forcément c'est un petit peu chronophage parce que on n'a pas encore trouvé comment bien l'automatiser avec l'IA. On a quelques cas d'usage où l'IA nous est utile pour de l'assistance rédactionnelle, mais vraiment sur des petits aspects très précis. Sinon, c'est vraiment de l'intuition du manuel. La différence, elle est colossale. Donc, on a des setters qui sont full-time chez nous, qui s'occupent de nos comptes respectifs. Et ça tourne comme ça, et ils génèrent chacun en moyenne entre 2 et 4 rendez-vous par jour. Les stratégies. Déjà, publier du contenu chaque semaine. Vraiment créer ce flux-là, parce que c'est sur la base de ce flux d'interaction que vous allez pouvoir générer des intents, générer des comportements, en fait. Hiérarchiser les intents ensuite. Le like vaut moins que le commentaire vaut moins que l'invitation vaut moins que le DM entrant. Donc, vraiment se concentrer sur cette hiérarchie-là pour se concentrer sur les intents qui ont le plus vocation à générer des conversions. Ok. Ensuite, c'est engager de la bonne manière et je vais vous partager des petits templates. Ça, je pense que ça va vous plaire. Personnaliser chaque approche. Vraiment, le premier message est écrit à la main pour chaque personne. Ouais, c'est un travail de fourmi, mais c'est comme ça qu'on a des résultats. Et dernièrement, c'est toujours structurer la conversation intelligemment, ce qu'on appelle chez nous l'ingénierie conversationnelle. Parler, d'abord générer l'échange, donc aller capter l'attention, demander la permission ensuite de pitcher, générer un nouveau hook, et de là on va chercher une conversion. Pour les demandes de relations, ça c'est un petit peu un staple chez nous. Hello prénom, j'imagine que tu m'ajoutes sur ma publication sur sujet, bienvenue dans le réseau. À chaque fois, vous voyez, appuyer sur entrée, l'idée c'est de créer une discontinuité dans les messages. Donc un message, en fait, c'est 3 petits messages qu'on va envoyer coup sur coup. Il n'y a qu'un humain qui peut faire ça. Il n'y a qu'un humain qui peut ne pas mettre de majuscules. Il n'y a qu'un humain qui peut ne pas mettre de points à la fin des phrases, etc. J'ai été faire un tour sur votre site. Donc là, si je comprends bien, vous aidez les architectes d'intérieur à développer leur activité, c'est ça? Suite à un like, hello prénom, entrée. Je viens de voir que vous avez liké ma publication sur sujet, entrée. Juste par curiosité, comment est-ce que vous gérez ça chez nom de l'entreprise? Juste pour bien comprendre. C'est un gimmick chez nous, juste pour bien comprendre, mais ça marche très bien. Ça permet de recadrer l'échange. Suite à un commentaire, idem. Suite à un commentaire sur ma publication, etc. Proposition de rendez-vous. D'accord, très clair. Donc là, vous avez pitché. Pareil, le pitch, méthode assez précise pour le faire. Mais là, vous avez pitché. D'accord, très clair. J'aimerais vraiment travailler avec l'entreprise. Je suis sûr qu'on pourrait faire de belles choses pour vous. Entrez, tu serais ouverte à ce qu'on se passe un café virtuel pour en discuter. Ça fonctionne pour une audience qui, pour le coup, sait ce que vous faites, vous connaît déjà, et ainsi de suite. Il y a pas mal de façons de le rédiger. Voilà un exemple. Et là, tout à l'heure, je me suis dit en peaufinant les slides, mais je vais quand même aller demander là sa secret sauce à notre head of setting chez nous, à Flavien, dont vous allez entendre reparler juste après. Donc je lui ai dit, bah mec, là c'était tout à l'heure, il était 9h54. Si tu avais 3 templates de messages, un à me filer en setting, donc le message 1 pour générer justement une réponse, ton top 3 ce serait quoi? Et je me suis dit, bon bah je vais vous mettre la capture d'écran directement. Il m'a répondu, yo ça va et toi? On est poli chez Skilesia. Hello prénom, j'imagine que tu m'ajoutes, tu as demandé à mes posts, bienvenue dans le réseau. J'ai pu faire un tour sur ton site, juste pour bien comprendre, question personnalisée, comme on l'a vu. Voilà, donc là en ce moment c'est ça le canon. Et hello prénom, je vois que tu as liké ma publication d'hier sur tel sujet. Sinon j'ai pu faire un tour sur votre site, donc vous, question personnalisée, juste par curiosité. On parlait d'ingénierie conversationnelle, voilà à quoi ressemble ce qu'on met en place pour un client typiquement. Donc là nos setters, ils travaillent là-dessus. Donc voilà, voilà ce à quoi ressemble l'armature conversationnelle derrière une stratégie de setting. Donc chaque message est prévu, est templaté, et on prévoit chaque typologie de réponse, vraiment comme un call center. Donc là,
pour vous dire que vraiment rien n'est laissé au hasard, quoi. Et donc là, je vous ai donné des exemples très concrets. On va parler très rapidement des social ads, donc de la publicité en ligne. Nous, on a un rapport assez particulier avec les social ads, qui est que avant de mettre en place notre tracking, on avait des super perfs, on était très contents de nos perfs à base de coûts d'acquisition là, de CPL à 8 euros. On avait des coûts par inscription à la newsletter qui étaient en dessous de 1 euro. Enfin, c'était un délire. Par contre, on tourne très très bien sur LinkedIn Ads. LinkedIn, ouais, de fou. LinkedIn Ads, super simple. Ce qu'on fait, c'est que, donc là, on peut voir un coût par rendez-vous à 10 euros. Donc rendez-vous à 10 euros. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère chaque semaine les posts qui ont le mieux marché, mes posts à moi. On rajoute un petit CTA à la fin pour booker un rendez-vous et on met de la sponsor dessus. C'est tout. On fait rien d'autre. Et donc on met un budget comme ça. Ça nous permet d'avoir des contenus de qualité qui ont fait leurs preuves, qui tournent en evergreen. Et donc on transforme l'organique en créa. Et on fait ça sur LinkedIn et ça tourne nickel. En gros, la philosophie derrière, c'est, et ça peut fonctionner pour toutes les plateformes, c'est de partir de l'organique, de ce qui a fait ses preuves en organique, pour en faire des créas en les modifiant le moins possible. Donc nous, vraiment, on ne change rien, mis à part le call to action de fin. Et donc ça fonctionnait bien pour Facebook Ads aussi. Donc typiquement, ce qui marchait bien avant qu'on le coupe, ce qui marchait du tonnerre, c'était que les lead magnets qui fonctionnaient sur LinkedIn, on en faisait des créas sur Meta Ads, sur Facebook Ads, et on avait des pubs qui fonctionnaient nickel, et dont on avait déjà le copywriting, le visuel et ainsi de suite. On n'avait rien d'autre à faire. Donc ce qui a marché en organique fonctionne en ads. Moi, je vois vraiment le contenu aujourd'hui comme un laboratoire à créa. Et les créas qui ont fait leurs preuves, on les transforme systématiquement en ads, notamment sur LinkedIn Ads, et ça tourne pour un minimum de taf. Et après, c'est une logique de media buying pour que ce soit adressé aux bonnes audiences. Petite reco avant de terminer. En dessous d'1 million, vraiment, si j'ai un conseil, il y aura plein de contre-exemples, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous astreindre le plus possible à un canal, de le poncer à fond. Si vous faites du contenu, le setting, pour moi, fait partie intégrante du contenu. Donc vraiment, vous pouvez les adosser tous les deux. Donc, petite exception. Et à partir d'1 million, voilà, diversification progressive. Nous, notre philosophie, notamment pour le service chez Skillesia, c'est d'opérer une recherche du nombre d'or entrepreneurial, le nombre d'or de l'acquisition, qui est 1 tiers. 1 sur 3. C'est-à-dire faire en sorte de travailler votre stratégie de distribution, votre système d'acquisition, de sorte que 1 tiers de vos leads viennent de l'outbound, donc de votre prospection par exemple, 1 tiers viennent de votre inbound, donc de votre contenu, de votre brand, et 1 tiers viennent du bouche à oreille. Donc c'est-à-dire de vos clients qui vous recommandent parce que c'est le feu. Plus vous êtes proche de ce 1 tiers, de ce nombre d'or-là, de ce ratio-là, plus votre stratégie est solide, pérenne, résiliente, et plus vous cochez les cases. Parce que l'inbound fait que vous êtes résilient, vous savez aller chercher vos clients. L'inbound fait que vous savez rayonner auprès des bonnes personnes. Et le bouche à oreille, qui n'est pas un canal d'acquisition, mais vous permet de savoir que votre produit génère les résultats escomptés auprès d'un marché très capillaire qui en parle autour de lui. Ça fait mal à entendre, mais voilà, toutes les pensées limitantes qu'on peut avoir corrèlent dans l'immense majorité des cas à des lacunes ou des incompétences. Moi, un truc que j'essaie de me rappeler au quotidien, c'est que mes lacunes personnelles feront toujours s'effondrer les performances de ma boîte à leur hauteur. Donc voilà, vos résultats tomberont toujours au niveau de vos incompétences. Et là, par contre, c'est une super opportunité parce que là, on peut voir l'entrepreneuriat vraiment comme un MMORPG, comme un jeu vidéo où on va travailler son personnage, quoi. Pareil pour la valeur. J'ai jamais vu un contre-exemple où j'ai jamais vécu de situation où on a donné trop de valeur à nos clients, ou à nos prospects. C'est-à-dire que systématiquement, quand on a reçu l'objection de mais finalement votre contenu payant, l'accompagnement, c'est la même chose que votre contenu gratuit. Ouais, mais non, quand on regarde, déjà le profil ne correspond pas du tout à notre client idéal, et surtout en fait, il s'est pas du tout investi dans l'accompagnement. Et on se rend compte qu'en fait, il s'est jamais pointé en Q&A, il s'est jamais pointé en office hour, et en fait, il a quasiment pas regardé ce pourquoi il a payé. On a des cas comme ça. Et pour tout le reste, il voit très très vite la différence. La simplicité, faire le plus simple possible. Je vois pas un seul cas où faire giga complexe dans tous les sens paye quoi que ce soit, mais au contraire. Et l'idée, c'est d'être le plus synergique possible. Donc, comme je l'ai dit, tout ce qui est produit chez Skillesia a vocation à être réutilisé, repurposé, reconditionné et ainsi de suite pour maximiser les effets de levier. Merci beaucoup.